projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec nos invités. Aujourd'hui, c'est le dessin et la BD qui sont à l'honneur. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Dessiner, illustrer, expliquer, raconter, oser la critique, telle est la mission d'Annie Kamgang. Cette franco-camerounaise attachée au coup de crayon et au pouvoir des mots a grandi avec l'exemple d'un père qui avait choisi l'opposition politique. De quoi nourrir l'inspiration de toute une vie d'artiste et d'activiste. Cam, de son nom de plume, est notre invitée du jour. Je suis artiviste, donc artiste et activiste, parce que j'utilise le dessin comme une arme, entre guillemets. Concilier pinceau, tradition, formation et voir éclore des talents, une mission essentielle pour un atelier vacances de peinture organisé en République du Congo. Le dessin, c'est depuis le bas âge. On fait le dessin depuis 6 ans. Voilà, c'est ici que j'ai appris à faire la peinture. Je trouve ça intéressant. J'ai appris beaucoup de choses et je continue toujours à apprendre. Rencontre avec la franco-camerounaise Elions qui veille depuis Conakry au développement de la BD africaine pour le grand bonheur des amateurs du continent. C'est une belle occasion de mettre en évidence la compétence des auteurs africains. Donc c'est une fierté pour nous que cette expo ait lieu. En République du Congo, les écoles d'art sont quasi inexistantes. Pourtant, intéresser le public à l'art et détecter des talents pour la préservation du patrimoine culturel est une tâche essentielle. Une mission même qui s'est assignée cet atelier vacances de peinture pour les enfants de moins de 17 ans, organisé depuis quelques années par le Musée Cercle Africain. Il vise non seulement à occuper les enfants pendant les vacances, mais aussi et surtout à réveiller en eux des passions et pourquoi pas contribuer à faire naître des vocations artistiques. C'est un reportage de Brice Kinou à Pointe-Noire. Au cœur du musée Cercle Africain de Pointe-Noire se déroule chaque année un atelier de peinture pour les enfants de 6 à 16 ans. Pendant 3 mois de vacances, les enfants apprennent à manier pinceaux et couleurs. Le programme d'atelier, qui s'inscrit dans une dynamique de transmission culturelle, ne se limite pas à enseigner des techniques picturales. Les enfants sont encouragés à puiser dans l'imagerie culturelle locale en peignant des motifs traditionnels ou des paysages typiques de leur région. Si certains avaient déjà l'habitude de dessiner à la maison, d'autres s'y sont initiés pour la première fois, guidés par l'envie de créer des œuvres uniques. Le dessin, c'est depuis le bas âge. On fait le dessin depuis 6 ans. C'est ici que j'ai appris à faire la peinture. Je trouve ça intéressant. J'ai appris beaucoup de choses et je continue toujours à apprendre. Quand j'étais arrivée ici, mon monsieur m'a dit « Dessine ce que tu penses de ta tête ». J'ai dessiné des poissons. Et avant, je ne dessinais pas très bien les poissons. Après, je me suis améliorée. J'ai pu dessiner un beau poisson que j'ai peint moi-même. Que mon monsieur a rajouté un peu de touche pour améliorer le tableau. Les enfants sortent de cette initiative, grandis avec de nouvelles compétences. Les encadreurs comme M. Guillaume Makani, artiste peintre congolais, se disent satisfaits des enfants et de leurs œuvres. Ils prévoient de suivre de près un certain nombre d'entre eux qui ont attiré leur attention et appellent les autorités à la création d'une école d'art pour réveiller certains talents cachés. Si un jour si vraiment on peut avoir vraiment cette idée-là d'avoir une école d'art ici à Pointe-Noire, vraiment ça serait vraiment très très bien parce qu'il y en a plein d'enfants, je dis bien plein. Certes que tout le monde n'arrive pas ici au musée, mais même dans les quartiers, il y en a plein qui dessinent très très bien. Alors si nous on pouvait les encadrer et les pousser, vraiment on aura plein de peintres dans notre pays. Les parents, conscients de l'importance de cet apprentissage, jouent un rôle déterminant dans cette expérience. À la fin des 3 mois de cet atelier, les œuvres réalisées par les enfants sont présentées aux parents lors d'une cérémonie de remise d'attestation. Certains expriment même leur surprise face au progrès rapide de leurs enfants. Au début, je ne m'attendais pas à ce que j'ai vu aujourd'hui. Je ne savais pas que ça se passait comme ça. Mais à la fin, je dirais que c'est un truc sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Ça s'est bien passé.
L'enfant est passé, tous les enfants sont passés avec leurs tableaux, leurs dessins. On a vu tous les dessins que les enfants ont pu dessiner. C'est génial. C'est tout ce que je peux dire, quoi. C'est génial, c'est beau que les enfants s'expriment comme ça. Pendant ces 3 mois de formation, d'abord, j'ai constaté que cet atelier-là a réveillé cette passion pour l'enfant qu'il avait pour l'art. Il s'est découvert de la passion pour l'art et il m'a même fait, on va dire, une vidéo pour me dire ben, « Maman, c'était une bonne idée, il fallait que tu m'inscrives ». Et j'ai vu comment l'enfant a évolué au fur et à mesure et là, je suis comblée, en fait, je suis contente de voir les réalisations de l'enfant. Les organisateurs de l'atelier estiment que ce type d'initiative peut renforcer les liens entre générations et permettre aux enfants de s'approprier leur patrimoine tout en développant leur créativité. On leur apprend à peindre, on leur apprend à exercer ce qui au départ n'est qu'un divertissement, mais qui demain peut devenir un métier. Et la formation ne s'arrête pas seulement à ce que les enfants tiennent le pinceau et peignent. D'ailleurs, ils commencent par le dessin, donc ils dessinent avec le crayon à papier. C'est plus tard qu'ils peignent sur la toile avec un pinceau. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi un discours qu'on leur tient. Un discours qu'on leur tient en leur montrant l'importance de la peinture. En offrant aux enfants les outils pour s'exprimer, le Musée Cercle africain joue un rôle essentiel dans la sauvegarde de la culture locale, tout en semant les graines d'une future génération d'artistes. Ces jeunes, armés de pinceaux et de rêves, pourraient bien être les porte-voix d'une nouvelle vague artistique pour préserver le patrimoine et construire un nouveau chapitre de l'histoire de l'art en République du Congo. Et quand on parle BD et Afrique, on pense aussi immédiatement à Cam ou Annick Kamgang, cette dessinatrice qui vit à Paris, a œuvré dans la presse à Jeune Afrique avant de découvrir l'attrait de la BD reportage. Elle est la co-autrice de Lucha, chronique d'une révolution sans armes au Congo. C'est un sujet sur l'engagement citoyen, proche d'un thème qui lui est cher, les droits humains, l'opposition politique en Afrique. Elle s'est confiée à Laurent Soustras et Thierry Schiller. Annick Kamgang, bonjour. C'est rare, Laurence. mais on ne sait pas par où commencer avec vous. Vous vous définissez comme artiviste, artiste et activiste. Quels sont donc vos moyens d'expression? Oui, alors je suis artiviste, donc artiste et activiste, parce que j'utilise le dessin comme une arme, entre guillemets. Et donc j'ai 3 moyens d'expression. Le premier, c'est le dessin de presse. J'exprime mes opinions, mes idées politiques à travers donc ce moyen impertinent qui est le dessin de presse, qui utilise des procédés comme la caricature ou l'ironie pour commenter l'actualité et critiquer ceux qui nous gouvernent, par exemple. Mon deuxième moyen d'expression, ma deuxième arme pour exprimer mes idées, c'est la bande dessinée. Il y a quand même une continuité avec le dessin de presse. Le dessin de presse, c'est entre l'art et le journalisme. Et la bande dessinée, et notamment la bande dessinée reportage, c'est entre la bande dessinée et le journalisme. Et donc je raconte une histoire, l'histoire de Lucha, qui est un groupe de jeunes Congolais de la société civile qui se battent pour les droits humains à Goma, au Congo. Et donc je raconte leur histoire et leurs engagements, leurs combats pacifiques dans un milieu difficile, qui est l'Est de la RDC. Donc ça, c'est ma deuxième manière de m'exprimer. Et la troisième manière, c'est l'illustration. L'illustration, c'est un dessin, une idée. Je la fais dans le cadre de commandes pour des ONG qui se battent pour les droits humains en Afrique. Et ça concerne souvent les droits humains et les sujets politiques en Afrique, et dans la diaspora africaine. Dans votre parcours, vous avez mentionné une enfance passée dans des conditions particulières et les convictions de votre père. C'est ce qui a déterminé votre vocation? Oui, tout à fait. Mon intérêt pour la politique et ma volonté en fait d'exprimer mes idées politiques à travers le dessin, ça vient d'une enfance passée dans les années 80 en Afrique centrale. Je suis née à Yaoundé et j'ai passé mon enfance dans les années 80 à Bangui.
Et enfant, je savais quand même qu'on était dans un pays où on pouvait pas dire tout ce qu'on voulait, sur tout ce qu'on voulait, et notamment sur le président. Et j'avais un père qui s'intéressait toujours à la politique. Et je me souviens quand il était petit, quand par exemple il y a eu Thomas Sankara au Burkina, je me souviens de ça. Je me souviens aussi de quand Nelson Mandela est sorti de prison, je me souviens de ça, on avait regardé ça à la télé. Donc j'avais un père quand même qui s'intéressait beaucoup à ça. Et année décisive de ma vie, les années 90-91, c'est une année qui m'a marquée parce que ma vie familiale a basculé. Ce sont 2 années qui correspondent à des mouvements des populations en Afrique centrale francophone et en Afrique de l'Ouest qui demandent davantage de liberté d'expression, qui demandent aussi le multipartisme, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un parti politique. Et donc, et il y a eu les mouvements donc, des émeutes, etc. Et notamment à Yaoundé, les villes mortes, mais aussi à Bangui, là où j'étais. Et c'est à ce moment-là que, en fait, mon père se politise, lui qui était fonctionnaire camerounais, dans une organisation internationale à Bangui. En fait, il se politise, il publie un article où il dit qu'il est normal, en fait, que les peuples africains demandent le multipartisme. Et sa hiérarchie tombe dessus, lui demande des explications. Et lui, en fait, il était fonctionnaire et en fait, il était tenu à ce qu'on appelle le devoir de réserve. Il disait qu'il n'avait pas trop le droit de s'exprimer, en fait. Mais lui, il a assumé, en fait, ses propos. Et là, il bascule, il rentre au Cameroun et il devient opposant politique. Donc ça m'a vraiment marqué. Et je pense que ça explique mon intérêt pour les sujets politiques, les sujets relatifs aux libertés d'expression, aux droits humains. Voilà, donc c'est décisif, ça a été décisif. Et le dessin, vous avez toujours dessiné. Vous vous souvenez de vos premiers dessins? Que vous a apporté la formation que vous avez ensuite suivie à Paris? Alors enfant, dans les années 80, je dessinais... je me souviens, en maternelle, j'avais gagné un concours de dessin. On devait faire, je crois, un concours où on devait dessiner des hôtesses de l'air de la compagnie Air Afrique. Et moi, j'avais gagné, j'étais toute contente. Et donc ça, c'est un des premiers dessins dont je me souviens, parce que j'avais gagné un concours. J'ai continué. Et par contre, je dessinais quand même beaucoup d'images que je voyais dans les journaux. Et aussi dans les catalogues. Voilà, les catalogues de mode. Voilà, donc, mais rien à voir avec la politique. Et alors plus tard, le dessin politique est arrivé par cette histoire-là, je vous dis, des années 90 qui m'a marquée. Et j'ai suivi effectivement des formations. Quand j'ai commencé en fait le dessin politique de manière professionnelle, j'habitais déjà à Paris et j'ai suivi des formations pour adultes en cours du soir. Et ce que m'ont apporté ces formations, c'est à la fois déjà des contacts et un petit réseau dans le domaine de l'illustration. Ça m'a aussi dit, bon, je ne suis pas totalement un imposteur dans ce domaine puisque j'ai aussi la formation. Donc ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Et ça m'a apporté des connaissances techniques aussi pour dessiner avec des logiciels, etc. Et ça m'a aussi apporté une culture générale artistique. Après, pour la culture politique, comme je suis sur le dessin politique, alors là, ce sont mes lectures personnelles qui m'apportent ça. Et c'est le fait que j'essaye le plus possible de suivre l'actualité. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe? Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays. Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant.
Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Nous allons tout de suite retrouver notre invitée Annick Kamgang, mais avant cela, je vous emmène à la rencontre d'une autre grande dame africaine du dessin. Impossible en effet aujourd'hui de parler de la bande dessinée africaine sans évoquer Joëlle Épée-Madingué. Elions, comme elle se fait appeler, s'impose comme l'une des belles plumes du continent. Elle contribue également à la valorisation de l'identité de la BD du continent, notamment à travers le Bilili Festival qu'elle a créé en République du Congo. Notre correspondant Sayon Kourouma l'avait rencontrée à Conakry. Regardez. Ce sourire n'est pas anodin. Il s'agit là du sourire d'un fervent passionné de la BD, tout heureux de participer à ce vernissage dans la capitale guinéenne. Pour Oscar, c'est un rêve longtemps caressé qui se réalise aujourd'hui, celui de pouvoir revisiter l'histoire de la bande dessinée africaine. C'est une belle occasion de mettre en évidence la compétence des auteurs africains. Donc c'est une fierté pour nous que cette expo ait lieu. Ce vernissage de Conakry, il s'agit en fait de l'exposition en itinérance dans le réseau des instituts français du monde entier de l'événement Koubouni, les bandes dessinées d'Afrique. J'ai énormément appris. L'avantage de l'exposition, c'est qu'elle retrace vraiment l'historique, l'évolution de la BD d'hier, d'aujourd'hui et demain. Et donc c'est très intéressant de pouvoir retracer la totalité du chemin. Cette incroyable exploration de la BD africaine est sans nul doute la plus remarquable et co-organisée par cette autrice, Joëlle Épée-Madingué. Mais enfin, il ne veut peut-être pas le reproduire en étage. La Camerounaise est co-commissaire de cette exposition en collaboration avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Alors, pourquoi Afrique.s? Parce que avec mon co-commissaire, on voulait vraiment rappeler que l'Afrique n'est pas un village. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à une homogénéité de traits, de sujets traités, de création de personnages ou d'apparence des personnages. On voulait montrer que Afrique.s fait référence à plusieurs Afriques. Donc on a tenu à écrire Afrique.s et pas Afrique S ou Afrique au singulier. Cet événement n'est qu'un des projets de cette autrice des BD africaines. Née à Bafoussam, dans son Cameroun natal, Joëlle est considérée comme l'un des porte-flambeaux du 9e art du continent. Le riche parcours de la franco-camerounaise commence en tant qu'autrice de la bande dessinée La vie d'Ebn Douta. Une BD qui a véritablement lancé la jeune carrière de celle qui est surnommée Elions. Et aujourd'hui, l'aventure continue 8 ans après l'édition du premier tome. Pour l'instant, il y a 3 tomes. Donc il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3, je travaille sur le tome 4. Je m'inspire beaucoup de ma vie quand j'étais étudiante. Et grâce à l'expérience acquise de la vie d'Ebn Douta, Joëlle s'investit aujourd'hui pour la promotion de la BD d'Afrique. Directrice de festival, co-commissaire de différentes expositions temporaires de bandes dessinées sur le continent, Elions porte plusieurs casquettes dont celle de l'organisation de la plus prestigieuse exposition de bandes dessinées d'Afrique, Bilili BD. C'est vraiment un festival créé pour réseauter, pour faire réseauter les auteurs, pour faire communiquer les profils des Camerounais, des Togolais, Sénégalais, des Européens. Un réseautage qui permet aujourd'hui à Joëlle Épée-Madingué d'identifier de nouvelles perspectives d'affaires. Elions dessine pour des magazines, des collectifs BD de plusieurs pays, mais aussi assure des commandes pour des particuliers et institutions, pour des festivals ainsi que des ateliers BD à travers le monde. Comme pour dire que le 9e art africain est en pleine expansion. La BD africaine a de l'avenir, définitivement. Définitivement. Et j'ai même envie de dire, au-delà du fait qu'elle ait un avenir, elle entre dans son avenir. Et Joëlle, elle, joue carrément le rôle d'ambassadrice. L'autrice présente dans plusieurs capitales africaines continue d'écrire son histoire entre la préparation de la 7e édition du Bilili Festival au Congo et la conception du 4e tome de la vie d'Ebn Douta. La directrice du festival
veut continuer à mettre des étoiles dans les yeux des amoureux de la BD. Nous retrouvons la dessinatrice et artiviste Annick Kamgang. Elle lève le voile sur son nouveau projet de BD sur la lutte d'indépendance du Cameroun dans les années 60, dont la publication est imminente. Écoutons-la. Annick Kamgang, vous êtes connue depuis la BD La Lucha, le mouvement de jeunesse citoyen en RDC. Comment avez-vous conçu ce travail et que représente cette œuvre pour vous ? Alors, je vais d'abord répondre à la deuxième question. Donc déjà, c'est la première fois, donc c'est ma première publication. Et donc, juste dans ma carrière, c'est important. C'est la première fois que je fais une bande dessinée. Alors, comment... alors, la genèse du projet Lucha, Chronique d'une révolution sans armes au Congo, cette bande dessinée raconte l'histoire d'un groupe qui se bat pour les droits humains en RDC. Et j'ai aussi rencontré Justine Brabant, qui avait déjà écrit sur la RDC. Elle avait écrit un sujet sur les groupes militaires qui sévissent dans l'est de la RDC, et qui commettent des crimes en toute impunité. Et quand je lui ai parlé de ce groupe Lucha, qui se battent pour les droits humains en RDC et qui mènent un combat pacifique dans un environnement violent, elle a dit « Ah oui, vraiment, j'ai vraiment envie de faire ça. » Parce que moi, j'ai vu cette région marquée par cette violence-là depuis plus d'une vingtaine d'années. Et quand je regarde ce qu'ils font, là, ces jeunes de Lucha, ça donne de l'espoir. De voir cette audace-là de mener un combat non violent et pacifique dans un environnement aussi violent. Mais on n'a pas trouvé un journal ou un média d'actualité africaine qui veuille comme ça parler de Lucha en bande dessinée au jour le jour, toutes les semaines. Parce que c'était vraiment une année 2016 électorale très difficile. Et au final, on a sorti ce livre-là en 2018, donc 2 ans après l'année électorale. Mais ce qui est bien, c'est que le journal Jeune Afrique à l'époque a quand même diffusé intégralement la bande dessinée sur son média en ligne. C'est comme ça donc que le projet s'est fait. Vous avez dit que le dessin de presse est un sprint et la BD un marathon. Oui. Vers quel exercice tendez-vous le plus naturellement aujourd'hui ? Vers le marathon, le travail de longue haleine qui est donc propre à la bande dessinée, qui est d'approfondir un sujet, de réunir le maximum de documentation écrite, mais aussi visuelle, et aussi des archives, et de se poser et d'écrire. C'est ce vers quoi je tends davantage aujourd'hui. Parmi vos projets figure un projet de BD. Oui. Un projet de BD au sujet du Cameroun, le pays de votre père où vous êtes né vous-même. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est un projet de longue haleine, pour le coup. Là, c'est vraiment un marathon qui a commencé en 2020 et qui n'est pas encore complètement terminé, puisque je suis à la recherche d'un éditeur. C'est un projet qui vient de ma volonté de comprendre les raisons pour lesquelles, dans les années 90, dont je vous ai parlé là, des années où il y avait des mouvements qui demandaient davantage de liberté en Afrique centrale, ces années-là où en fait mon père devient opposant et où ma vie bascule et où en fait il nous envoie en exil. Alors je suis d'origine guadeloupéenne, donc on a été envoyés en exil, ma mère, moi, et mes frères et sœurs en Guadeloupe à ce moment-là. Et après, j'ai pas revu mon père pendant plus de 20 ans. Voilà, et je me suis toujours demandé en fait d'où venait pourquoi il est devenu opposant politique à ce moment-là, et puis pourquoi aussi il avait la possibilité de s'exiler avec nous et de partir, mais il ne l'a pas fait. Donc je me suis toujours demandé d'où venait ce patriotisme et cet attachement viscéral à son pays et à la libération de son pays. Et c'est là que j'ai découvert une histoire que je ne connaissais pas bien, que j'ai découverte en faisant cette recherche personnelle, en essayant de comprendre les choix de mon père. Et j'ai appris donc que dans les années 50, 60, 70, donc il y a une lutte de libération
au Cameroun, menée par un mouvement qui s'appelle l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, pour l'indépendance du pays. Et j'ai aussi découvert que cette histoire restait taboue aussi au Cameroun, et restait taboue au Cameroun pendant de très très longues années. Et donc j'ai décidé, en découvrant cette histoire, d'en faire un roman graphique. Et malheureusement, l'année où j'ai commencé ce projet, en 2020, mon père a disparu. Il faisait partie intégrante du projet, il a disparu. Mais j'ai quand même décidé d'aller au bout du projet. Et donc de raconter cette histoire-là. Et donc, la BD reportage africaine, pour vous, c'est aussi une manière d'amener les gens à réfléchir, à questionner le passé, le présent et peut-être même l'avenir? Oui, tout à fait. Ce qui est assez bien avec la bande dessinée reportage, c'est que quand on pense bande dessinée, on pense plutôt à un univers enfantin, etc. Mais vous avez dans les années 90, et c'est ce qui m'a marqué, je pense, pour la bande dessinée, vous avez l'apparition de ce qu'appelle le roman graphique, avec par exemple une maison d'édition française comme l'Association, et une BD qui m'a vraiment marqué, qui s'appelle Persépolis, qui est dont l'autrice est Marjane Satrapi, et en fait qui parle de son enfance en Iran, et qui, à travers son histoire familiale, son parcours, parle de l'Iran. Ce que je trouve intéressant, c'est de mêler à la fois ce que la bande dessinée permet, sujet politique, d'actualité, et histoire personnelle et familiale. Voilà. C'est ce que permet aussi la bande dessinée, le roman graphique. Et je trouve que, pour le coup, l'actualité africaine et les sujets politiques et les sujets aussi liés aux droits humains africains se prêtent complètement à ce genre de BD qu'on appelle la bande dessinée reportage. Et voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview d'Annick Somgang ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.